Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, au Burkina Faso, les députés du parti au pouvoir ont demandé la convocation d'un référendum pour réviser la Constitution et ainsi permettre au président Blaise Compaoré de se représenter à la présidentielle de 2015. Nous verrons que cette option est fermement décriée par l'opposition. En Côte d'Ivoire, l'ex-parti au pouvoir veut mettre fin aux différentes querelles qui minent le parti. Le Front populaire ivoirien resserre en effet les rangs en préambule de son congrès de décembre prochain. Nous y reviendrons dans ce journal. Et du sport à la fin de cette édition, nous irons au Bénin où s'est tenu le tournoi d'évaluation des centres de formation de volley-ball. À l'issue de la compétition, certains jeunes ont été sélectionnés pour suivre une formation de 10 jours auprès d'experts sportifs. Au Burkina Faso, la question de la modification de la Constitution divise la classe politique. En effet, si certains estiment qu'il faut faire sauter le verrou limitatif du mandat présidentiel pour une 5e candidature du président Blaise Compaoré, l'opposition, elle, voit en cela une entorse à la démocratie, comme nous l'explique Anan Faro. À l'approche de la présidentielle de 2015, la question de la révision de la Constitution s'impose au cœur du débat politique à Ouagadougou. Le sujet est épineux car cette modification permettrait au président Blaise Compaoré de briguer un 5e mandat. Les partis de l'opposition considèrent cette possibilité comme une entorse à la démocratie. De l'autre côté, au sein même des partis proches du pouvoir, l'idée d'un référendum sur la révision de la Constitution gagne du terrain. Nous avons toujours dit que le référendum aujourd'hui constitue l'unique issue. C'est ça aussi le problème. Sauf si le chef de l'État dit « je ne convoque pas le référendum, je n'appelle pas le peuple vers un référendum ». Sinon, dans la situation actuelle, il y a deux positions tranchées. Personne ne veut céder. L'opposition dit ne pas transiger sur des questions essentielles pour elle, que sont le non au référendum, le non à la révision de l'article 37 et le non à la mise en place du Sénat. On peut se demander dans ces conditions-là quel peut être un dialogue si dès le départ l'opposition met son opposition ferme à ces trois questions essentielles-là. La constitution du Burkina Faso date de 1991. Depuis, elle a subi plusieurs modifications. Au cœur de la polémique figure l'article 37. Il limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Le mouvement Ça suffit a organisé plusieurs marches pour exiger le respect de cet article et la suppression du Sénat. La question de la tenance ne doit pas être remise en cause et la question fondamentale de la Constitution ne doit pas être violée. Et s'il y a d'autres décisions qui ont été prises, qui préservent la tenance et qui préservent l'intangibilité, qui préserve l'intégrité de la Constitution, pour nous, c'est des compromis. Puisque en toute discussion ou dans tout dialogue, il y a toujours des compromis qu'il faut faire. Mais il ne faudra pas que ces compromis-là deviennent des compromissions. Pour désamorcer la crise qui secoue le pays, le 23 septembre dernier, le président Blaise Compaoré a réuni la classe politique à la table des discussions. L'opposition a salué cette action, mais maintient sa position. L'article 37 est considéré comme le socle démocratique du pays et ne doit pas être révisé. Fin de la crise interne du Front populaire ivoirien en Côte d'Ivoire. La crise semble s'aplanir après plusieurs semaines de crispation. La tenue prochaine d'un congrès sera l'occasion d'exposer toutes les tensions encore palpables, mais aussi de redéfinir les positions du parti fondé par l'ancien président Laurent Gbagbo, actuellement détenu à La Haye. Les précisions de Marina Vanier. Fini la crise au Front populaire ivoirien à l'approche du congrès du parti. C'est ce qu'affirme le secrétaire national chargé de la communication, Franck Anderson Kwasi. Les dissensions internes au sein du FPI ont éclaté le 15 juillet 2014 avec la sortie médiatique des contestataires. D'un côté, il y a ceux qui reprochent à l'actuelle direction son refus du débat et sa compromission avec le gouvernement d'Alassane Ouattara, en oubliant les militants du FPI encore en exil ou emprisonnés. De l'autre, ceux qui soutiennent le président du parti Afine Guesson dans sa volonté de réintégrer le jeu démocratique, avec notamment la participation à la commission électorale. Le 13 septembre 2014, ce sera le vote pour le retrait de la CEI lors d'une session extraordinaire du parti sur fond de tension.
C'est vrai que le parti a été secoué par une petite turbulence qu'on peut appeler crise, comme vous le dites. Mais nous nous sommes toujours donné les moyens de résoudre en interne cette crise. Aujourd'hui, je peux vous dire que la crise est derrière nous. Cela est commun à tous les partis, tous les grands partis de ce monde connaissent toujours des petites périodes de turbulence, mais l'essentiel c'est d'en sortir. Et le FPI en est sorti. Le FPI, principal parti d'opposition de Côte d'Ivoire, tiendra son congrès du 11 au 14 décembre 2014. Un congrès qui sera présidé par l'ancien ministre de l'Agriculture, Sébastien Danon-Djidji. Plusieurs sujets seront à l'ordre du jour, dont la question de la participation du parti à l'élection présidentielle de 2015. Les questions d'élection sont du ressort exclusif du congrès. Donc c'est effectivement le lieu bien indiqué pour parler des élections. Si on doit participer, si on ne doit pas participer, si on doit participer à quelles conditions, c'est le Congrès qui en décidera. Des désaccords subsistent encore sur la ligne adoptée par la formation de l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo. Entre la ligne dite dure, incarnée par Laurent Akoun, et les modérés avec Alcide Djidji, l'explication est en fait seulement reportée. Le Congrès définira donc les nouvelles directives du FPI. Retour sur l'élection locale au Congo ce dimanche. Un peu plus de 5400 bureaux de vote ont ouvert leurs portes à travers le territoire congolais. Près de 2 millions de personnes étaient attendues pour élire les conseillers départementaux et municipaux. Le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a voté peu avant 12 heures, heure locale. Il a souligné que les élections locales sont des élections difficiles à organiser et à financer. On l'écoute. Progressivement, le peuple commence à réaliser qu'il s'est battu pour la démocratie et ce n'est pas pour ensuite ne plus exercer le droit de vote. C'est pour assumer ses responsabilités, toujours, en tout lieu, que le peuple s'est battu pour la démocratie. C'est aussi le moment de montrer que nous sommes un peuple mûr. Et nous restons au Congo où un journaliste camerounais vient d'être expulsé moins d'une semaine après l'expulsion d'une journaliste malienne née au Congo pour défaut de titre de séjour. Ellie Smith avait été victime début septembre 2014 d'un braquage suivi du viol de sa sœur. Il demandait jusqu'à la police qui avait réussi à mettre la main sur les braqueurs de lui ramener aussi les commanditaires. Raison invoquée de cette expulsion, un certain nombre d'actes et de propos provocateurs prononcés par ce dernier. Culture à présent, l'Égypte rend hommage à un groupe emblématique des années 50, baptisé Asabala. La troupe de 36 musiciens jouait à l'époque du roi Farouk. Aujourd'hui, 11 jeunes artistes perpétuent la tradition en jouant dans les rues du Caire avec un style moins conventionnel. Les précisions d'Anan Faro. Fanfare dans les rues du Caire, c'est ainsi que le groupe Asabala a choisi de se produire devant les spectateurs. Un public, il faut le dire, peu habitué à ce type de spectacle de rue. Les allées de la capitale égyptienne, c'est justement la scène permanente que s'est choisi ce groupe de 11 musiciens. Nous avons baptisé notre groupe Asabala, du nom du groupe de musique traditionnelle qui jouait sur ces mêmes instruments tels que les cuivres et les instruments de percussion. Notre objectif est d'améliorer l'attrait général pour la musique égyptienne et faire la joie des gens dans la rue. À l'origine, Asabala était le nom d'un groupe composé de 36 membres qui jouaient au Caire dans les années 50. La nouvelle troupe se veut naturellement plus contemporaine. Nous avons tous accepté de jouer dans les rues. Pour ce qui est de la difficulté de jouer de certains instruments, tout s'apprend avec la pratique. Le type de musique doit être choisi avec soin. Cette musique est positive et pas trop bruyante. Elle apporte un peu de joie aux gens sans pour autant les submerger. À chacune de ces sorties, Asabala attire une foule de curieux qui n'hésitent pas à entrer dans la danse. Les membres du groupe espèrent démocratiser le jazz dans le pays des pharaons.
du sport. Avant de clore cette édition au Bénin, le tournoi d'évaluation des centres de formation de volley-ball a eu lieu du 21 au 26 septembre 2014 à Cotonou, la capitale. Les ultimes rencontres de cette compétition ont mis aux prises les équipes de Parakou à celles de Niki et Cotonou, respectivement chez les filles et chez les garçons. Reportage de Chirel Yowa Tawima, notre correspondante au Bénin. Parakou et Niki ressortent vainqueurs du tournoi d'évaluation des centres de formation de volley-ball des adolescents de grande taille. Au niveau des femmes, l'ultime match a mis aux prises l'équipe de Parakou à celle de Niki, qui s'est imposée sur un score de 3-0. Un parcours sans faute pour cette équipe qui a remporté la victoire sur les 7 matchs du tournoi. En revanche, l'équipe masculine de Parakou a mené le jeu face à son adversaire de Cotonou sur la même marque de 3-0. En ce qui concerne le match, on avait eu à jouer avec l'équipe avant la finale et on peut dire qu'ils ont amélioré leur jeu, ce qui a fait que nous avons eu du mal à les battre en finale. Mes émotions sont des émotions de joie, de bonheur. On a prouvé qu'on était capable de remporter et on l'a fait. 6 équipes ont pris part à la première édition de ce tournoi dont l'objectif est d'évaluer les différents centres de formation, mais aussi de détecter de jeunes talents. Des talents qui pourraient assurer la relève et constituer les sélections nationales cadettes et juniors d'ici quelques années. C'est un projet que la fédération a initié parce que nous nous sommes dit que les performances qu'on a réalisées il y a une dizaine d'années au niveau sous-régional, il va falloir qu'on commence par les rééditer. La réflexion a été profonde et on a constaté que nos joueurs, bien que performants, ne sont pas assez grands en taille. Donc nous avons juste lancé ce projet-là pour d'abord identifier des adolescents qui ont une très grande taille, les initier à la pratique du volley-ball, ensuite les regrouper dans des centres de formation. Suivant certains critères comme la taille et le dynamisme sur le terrain, 30 joueurs ont été sélectionnés pour suivre une formation de 10 jours auprès d'un expert de la Confédération africaine de volley-ball. Hormis le volet formation, la fédération compte doter chaque centre de formation du matériel nécessaire. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.